L'invasion russe de l'Ukraine n'a pas apporté la victoire rapide que Vladimir Poutine et le monde entier attendaient. Kiev ne s'est pas effondré en quelques jours, comme tout le monde le pensait. Le gouvernement ukrainien a survécu. Mais cela ne devrait pas être aussi surprenant qu'il y paraissait autrefois. L'erreur de supposer une victoire rapide et décisive a été commise par les chefs militaires et les États en guerre depuis l'Antiquité. Sun Tzu a averti les dirigeants qui pensaient à des victoires faciles que la pire politique de toutes était d'assiéger les villes fortifiées et qu'en aucun cas, un pays ne bénéficiait d'une guerre prolongée. Poutine, comme de nombreux envahisseurs potentiels avant lui, a ignoré ces avertissements et s'est retrouvé en mars 2022 dans une guerre d'usure prolongée. Aucune bataille décisive ne mettra fin à cette guerre, avec des usures résultant de pertes d'équipements et de victimes. Plus de 2 ans se sont écoulés depuis le début de l'invasion, et les deux camps ont connu le dernier exemple de guerre prolongée. Mais combien de victimes les deux camps ont-ils subi depuis le 24 février 2022? Et quel est le rapport entre ce bilan et la capacité de chaque pays belligérant à poursuivre les hostilités et à mettre fin à la guerre victorieusement? Premièrement, il convient de rappeler que le nombre de victimes n'est pas égal au nombre de personnes tuées au combat. Les pertes comprennent non seulement les morts, mais aussi les blessés, les prisonniers et les disparus. En 2021, la population de l'Ukraine s'élevait à environ 44 millions d'habitants. En 2021, la population de la Russie était d'environ 143,4 millions d'habitants, soit 3,2 fois plus. Selon le Global Firepower Index, en 2024, l'Ukraine comptait une main-d'œuvre estimée à 22 millions de personnes, dont 15,4 millions sont aptes au service et 476,0 atteignent l'âge de la conscription chaque année. La Russie en compte 69,4 millions, 46,4 millions et 1,2 million dans chaque catégorie. Les 2 années de guerre en Ukraine ont fait des centaines de milliers de victimes, mais des chiffres plus concrets sont un peu plus difficiles à cerner. Pour des raisons compréhensibles, les deux parties hésitent à divulguer leurs informations. Une bonne façon de commencer est de vérifier la taille de chaque armée. Avant l'invasion russe, l'Ukraine comptait environ 300 soldats, composés de forces armées régulières et d'unités paramilitaires. À la suite de la guerre, les forces ukrainiennes comptent désormais environ 2,2 millions de personnes, avec une force active de 900 hommes. Le reste est constitué de forces de réserve et de forces paramilitaires, et elles ne sont pas toutes déployées en même temps. Pendant ce temps, la Russie lançait une invasion avec 190 soldats. Bien entendu, cela n'était pas suffisant. Selon des sources de l'UE, en mai 2023, après le début des mobilisations partielles, ce nombre était passé à 300. Selon des sources de renseignement ukrainiennes, en septembre, le nombre de soldats russes en Ukraine était passé à 420 soldats. Les forces armées russes comptent 1,32 million d'actifs, 2 millions de réservistes et 250 membres d'unités paramilitaires. Tous ne sont pas déployés en Ukraine, car certains doivent patrouiller le long des longues frontières russes, mais à mesure que le conflit se poursuit, de plus en plus de troupes disponibles dans le pays sont constamment mobilisées. Combien de ces soldats ont subi des pertes? En juin 2022, l'Ukraine a signalé que 10 de ses habitants avaient été tués et 30 autres blessés. Les pertes russes auraient été environ 3 fois supérieures, compte tenu des estimations exagérées. C'est au moins une idée raisonnable, puisque l'Ukraine était sur la défensive tandis que la Russie tentait de percer la région du Donbass. En septembre, la Russie a publié des chiffres prétendant montrer que 61 personnes ont été tuées et environ 49 blessés en Ukraine, contre environ 50 blessés en Russie et 10 fois moins de victimes. Ces chiffres étaient tout simplement absurdes, surtout à la lumière de la fuite des troupes russes, alors que l'Ukraine récupérait des milliers de kilomètres carrés de territoire. L'année 2023 a apporté des données plus spécifiques et indépendantes. En août, les actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, PNS, ont utilisé 409 rapports
de victimes militaires et civiles couvrant les deux cocons et ont développé un modèle statistique pour obtenir des estimations raisonnablement précises des pertes pour chaque pays. Les auteurs ont tenté d'expliquer le biais des reportages des deux côtés. Plus précisément, l'étude a révélé que les deux camps ont surestimé les pertes subies par leurs adversaires. Ils affirment que l'Ukraine a tendance à doubler le nombre de morts en Russie, tandis que la Russie estime que l'Ukraine a eu un nombre de morts 4 fois supérieur. PNS a également constaté que les sources russes avaient sous-estimé leurs chiffres de pertes. Les auteurs ont noté que la Russie avait subi à la fois des pertes totales plus élevées et un pourcentage de décès plus élevé. Les sources russes ne faisant généralement état que d'un tiers des décès réellement subis par ses forces armées. Le PNAS estime qu'en février 2024, environ 200 personnes avaient été tuées et environ 33 blessés en Ukraine. À cette époque, la Russie avait subi des dizaines de milliers de victimes au cours des mois de bataille pour Bakhmut. Le même mois, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a affirmé que ses forces avaient subi 11 victimes dans la bataille. Mais les responsables occidentaux ont déclaré qu'entre 20 et 30 soldats russes y étaient morts. Ces chiffres n'incluant pas les mercenaires du groupe Wagner alors actifs, qui ont également subi de terribles pertes au cours de la bataille, à tel point qu'un soulèvement contre Moscou a éclaté peu après la chute de la ville. La garnison ukrainienne de Bakhmut a causé des pertes très disproportionnées. Cependant, tout ne s'est pas bien passé pour l'Ukraine. Alors que la bataille de Bakhmut faisait rage, l'Ukraine se préparait à une contre-offensive à Zaporozhye. Les observateurs occidentaux fondaient de grands espoirs sur l'opération, espérant atteindre la mer d'Azov et traverser le pont terrestre russe vers la Crimée. Malheureusement, l'Ukraine n'est pas près de répéter les succès de 2022. L'armée ukrainienne a finalement franchi les 2 premières des 3 vastes lignes défensives russes de Zaporizhzhia, mais n'a pas réussi à convertir cet élan en une percée plus large. Alors que les forces ukrainiennes se lançaient sur le réseau de fortifications le plus étendu jamais vu en Europe depuis la Première Guerre mondiale, les pertes augmentèrent naturellement. En août 2023, alors que la campagne de Zaporozhye faisait rage, des sources américaines estimaient que le nombre de victimes ukrainiennes était passé à 100 120 blessés et 70 morts. Il est toutefois intéressant de noter que la Russie aurait subi plus de pertes que l'Ukraine au cours de cette campagne, même si elle était sur la défensive. En septembre, l'Institut d'études sur la guerre a noté que des soldats russes du Z-Storm et des recrues condamnés étaient arrivés pour protéger les unités militaires régulières telles que les forces aéroportées. En traitant ces soldats comme de la chair à canon, la Russie a subi des centaines de victimes chaque jour, même si l'offensive ukrainienne n'a apporté aucun bénéfice stratégique. Compte tenu de la coûteuse tactique de vagues humaines qui rappelle de nombreuses guerres précédentes, il n'est pas surprenant que la Russie ait subi beaucoup plus de morts que ce qui est officiellement annoncé. En juin 2022, des sources russes faisaient état d'environ 900 morts depuis le début de la guerre. Mais les services de renseignement britanniques estiment ce chiffre à presque le triple d'environ 15 et des sources ukrainiennes affirment qu'il est supérieur à 30. Compte tenu des biais évoqués par le PNS, le chiffre britannique est probablement le plus crédible à ce stade de la guerre. En février 2023, le PNS estimait le nombre de victimes russes à environ 150 blessés et près de 70 morts. En août, après que les Russes ont pris Bakhmut à grands frais et ont souffert lors de la campagne ukrainienne à Zaporozhye, les services de renseignement américains ont estimé que 120 personnes étaient mortes pendant la guerre en Russie et que 170 à 180 autres avaient été blessés. Cela semble représenter un pourcentage élevé de décès par rapport au nombre total de victimes et, compte tenu de la source, peut être moins fiable que d'autres données publiées 2 mois plus tard. Une enquête indépendante menée par la BBC et Mediazone, un site d'information russe anti-Poutine, a utilisé les données des cimetières russes pour mener une analyse statistique. Sur la base de cette étude, ils ont estimé qu'au moins
88 personnes étaient mortes en Russie depuis le début de la guerre. Un mois plus tard, un responsable militaire ukrainien affirmait sur Facebook que la Russie avait subi 170 blessés et plus de 150 morts. L'étude Media Zone de la BBC est probablement la plus proche de la vérité. En mars 2024, le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie avait subi un total de 355 victimes au cours de cette guerre de 2 ans, soit environ 983 par jour. 2 mois plus tôt, les responsables britanniques prévoyaient que la Russie connaîtrait au total plus de 500 victimes d'ici la fin 2024. Cependant, il ne s'agit que de pertes militaires. Ce sont généralement les civils qui ont le plus souffert pendant la guerre. Était-ce pareil cette fois-ci? La Russie a ignoré les traités humanitaires internationaux qu'elle a signés et a attaqué des centres civils ukrainiens. La population civile a souffert encore plus dans les zones sous occupation russe. En septembre 2022, des sources onusiennes estimaient que 500 civils avaient été blessés et 0 personnes tuées en Ukraine. Cela représenterait un faible rapport entre les pertes civiles et militaires dans les guerres historiques. L'ONU a déclaré que les chiffres réels pourraient être bien plus élevés en raison de problèmes de vérification. Un grand nombre de ces victimes ont eu lieu lors du siège de Mariupol, qui a duré de février à mai 2022. Des sources ukrainiennes affirment que 25 civils y ont été tués, même si elles voudraient augmenter ce chiffre dans le cadre d'une guerre de l'information contre la Russie. Des sources de l'ONU ont confirmé un 350 décès, mais ont naturellement estimé que ce nombre était beaucoup plus élevé. En janvier 2022, la ville comptait environ 425 600 habitants. En mai 2023, ce nombre était tombé à environ 120 Et l'Institut d'études sur la guerre a cité des documents russes confirmant qu'il y avait des projets de nettoyage ethnique du peuple ukrainien et de son remplacement par des Russes. Des sources de l'ONU affirment que 500 civils ont été tués et 47 blessés par des enfants. Étant donné que la Russie a attaqué au moins une école de Kharkiv avec des bombes à fragmentation, un crime de guerre apparent qui a entraîné la mort d'un enfant. Ce chiffre est probablement sous-estimé. Les bombes à fragmentation n'explosent souvent pas, et les bombes russes, en particulier, ont un taux de raté allant jusqu'à 40%. Ces munitions non explosées deviennent en réalité des mines. Il n'est donc pas surprenant qu'au moins 303 civils aient été tués et 676 personnes blessées par des mines et des explosifs abandonnés. Depuis lors, l'Ukraine est devenue le pays le plus miné au monde, ce qui a sans aucun doute entraîné un plus grand nombre de victimes civiles. Une étude PNAS de février 2023 a révélé que 13 civils ukrainiens ont été tués et environ 19 blessés. En février 2024, l'ONU a publié de nouvelles estimations confirmant 457 victimes civiles, près de 11 morts et 20 blessés. Dans une guerre d'usure totale, infliger des pertes civiles contribue à paralyser l'économie de l'ennemi, les privant de main-d'œuvre et de capacité de production. Cela s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale et, comme dans de nombreux autres cas, l'armée russe semble avoir cette approche à l'égard des civils en Ukraine, en dépit du droit international humanitaire. Comme la guerre s'est déroulée principalement sur le territoire ukrainien, la Russie a subi peu de pertes civiles. Il n'en est cependant pas sorti indemne. Les frappes aériennes transfrontalières, comme celle de Belgorod, en mai 2023, et les frappes de drones ont laissé des traces. En août 2023, un autre média russe indépendant, 7x7, estimait que 105 civils avaient été tués. Ils sont concentrés près de la frontière avec l'Ukraine. Même si les hommes blessés peuvent parfois retourner au combat, ce n'est pas souvent le cas. En décembre 2023, au moins 20 blessés en Ukraine ont dû être amputés. Et selon une source russe, cela aurait pu être particulièrement honnête. Plus de la moitié des soldats russes blessés ont dû être amputés. Des dizaines de milliers de soldats souffrent également de problèmes psychologiques. Le manque de rotation adéquate, notamment sur les lignes russes,
a conduit à une crise majeure de santé mentale. L'abus d'alcool et d'autres drogues est courant, courant. Bien que les rapports diffèrent, la conclusion incontournable semble être que la Russie a non seulement subi plus de pertes que l'Ukraine, mais de manière disproportionnée. Mais comme la Russie a une population beaucoup plus nombreuse, elle peut encore plus facilement se permettre de perdre des vies que l'Ukraine, car elles sont beaucoup plus faciles à remplacer. L'Ukraine a des problèmes supplémentaires pour mobiliser sa population dans cette guerre. Depuis le début de l'invasion, une grande partie de la population est devenue réfugiée. Entre février et mai 2022, 8 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur du pays. 8 millions de personnes supplémentaires ont fui le pays avant le premier anniversaire de la guerre. Cela représente 37% de la population d'avant-guerre du pays. Bien que la plupart de ces réfugiés soient des femmes et des enfants qui sont soit inaptes au service militaire, soit inaptes à toute tâche. Les experts estiment qu'au moins 20 hommes ukrainiens ont fui pour éviter la conscription. La situation en Ukraine semble s'être améliorée fin 2022, lorsque certains réfugiés sont rentrés chez eux et que le chiffre est tombé à 5,1 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et 6,3 millions de réfugiés ukrainiens vivant à l'étranger. Les contre-offensives réussies de l'Ukraine ont ramené certaines personnes. Cependant, la guerre s'est entre-temps retournée contre l'Ukraine. Il y a un côté sombre à ce flux de population. Environ 1 million de citoyens ukrainiens ont été expulsés de force vers la Russie. La 4e Convention de Genève, ratifiée par la Russie, l'interdit et cette pratique est considérée comme un crime de guerre. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre certains responsables russes, dont Vladimir Poutine, pour ce comportement. Cependant, l'Ukraine n'est pas le seul pays à souffrir de pertes de main-d'œuvre dues aux réfugiés. La Russie a également souffert, et de manière disproportionnée, de son secteur démographique militaire le plus important. Lorsque Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle à l'automne 2022, des centaines de milliers d'hommes ont quitté le pays pour éviter le service militaire. Ces personnes sont souvent les meilleures et les plus brillantes de Russie et contribuent de manière disproportionnée à l'économie russe. Depuis le début de la guerre, entre 800 et 900 personnes ont fui la Russie. Parmi les réfugiés figurent au moins 250 hommes. Ce sont tous des gens qui ne peuvent être appelés à aucun service militaire. Et leur absence est importante pour l'Ukraine, car elle signifie essentiellement que la Russie perdra des remplacements annuels pour ses soldats. C'est crucial s'il veut gagner la guerre d'usure. Cependant, l'Ukraine souffre d'une pénurie de main-d'œuvre bien plus importante. C'est pourquoi les projets de loi ont été modifiés. En avril 2024, le Parlement ukrainien a adopté une nouvelle loi rendant davantage de personnes éligibles au service militaire. En règle générale, les hommes ukrainiens de plus de 27 ans sont soumis à la conscription après la déclaration de l'état d'urgence. Le législateur a depuis abaissé la limite d'âge à 25 ans. Mais la loi est allée au-delà du simple élargissement de la base de mobilisation. Les autorités ukrainiennes se sont plaintes du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de soldats arrivant dans le camp. L'évitement de la conscription est devenu courant parce que, dans la plupart des guerres de cette nature, la vague initiale de patriotisme est tombée dans l'obscurité lorsque le coût du conflit est devenu évident. Les soldats ne veulent plus se battre. Pour lutter contre l'évasion militaire, la nouvelle loi exige que les hommes mettent à jour leurs dossiers militaires auprès des autorités dans un délai de 60 jours. Éviter la conscription entraîne désormais également des sanctions plus sévères. La proposition d'introduire des délais de mobilisation a été rejetée et le service militaire reste illimité. Mais il existe également de nouvelles incitations. Les bénévoles ont désormais des salaires plus élevés. Le Parlement ukrainien a également assoupli les règles du travail d'une autre manière, signe de la pression croissante que subit l'Ukraine. La nouvelle loi s'inspire du modèle russe et autorise les condamnés à rejoindre l'armée sous certaines conditions. Les femmes ne sont toujours pas obligées de servir, mais les réglementations précédentes ont augmenté le nombre de professions dans lesquelles elles devaient s'inscrire. Auparavant, seules les femmes occupant des postes spécialisés, comme les médecins, devaient s'inscrire au service militaire. Désormais,
Les femmes dans diverses professions telles que le journalisme et la musique peuvent être mobilisées si les conditions de guerre l'exigent. Jusqu'à présent, les femmes n'ont pas été mobilisées de force, mais cela pourrait changer à mesure que la pression s'accentue. Ces nouvelles mesures ont suscité une opposition farouche au sein de l'opinion publique ukrainienne, fatiguée par la guerre. Mais 2 années de combat ont fait des ravages et l'armée a besoin de remplacements. Les dirigeants ukrainiens, tels que le général Yuri Sodol, qui commande les forces dans les régions de Kharkiv, Donetsk et Lugansk, se sont plaints de son manque d'effectifs et du fait que les envahisseurs russes étaient 7 à 10 fois plus nombreux que ses troupes. Ce n'est pas une formule gagnante dans une guerre d'usure, même si l'Ukraine continue d'infliger des pertes disproportionnées aux soldats russes. Reconnaissant que l'usure plutôt que la bataille décisive serait la clé pour gagner cette guerre, le ministère estonien de la Défense a déclaré en décembre 2023 que la Russie devrait tuer ou mutiler au moins 5 soldats supplémentaires en 2024 pour que la victoire soit possible. Les Estoniens ont prévenu, si la Russie ne se désorganise pas, elle sera en mesure de former environ 130 soldats tous les 6 mois en unités et formations cohérentes, prête à lancer des opérations. Grâce à cela, 260 nouveaux soldats seront disponibles chaque année, ce qui permettra de maintenir un total de 420 soldats en Ukraine. Les Estoniens ont déclaré que l'Ukraine devait augmenter sa demande de main-d'œuvre russe au point que Moscou réduise sa formation de base et envoie des remplaçants de plus en plus inutiles sur le champ de bataille. Ces soldats mourront plus rapidement, créant une boucle de rétroaction qui rendra la Russie de plus en plus désespérée en matière de main-d'œuvre alors que la guerre entre dans un cycle insoutenable. Pour y parvenir efficacement, l'Ukraine doit également limiter ses pertes. Les Estoniens estiment que juste avant le 2e anniversaire de la guerre en Ukraine, 200 personnes étaient mortes. Ils ont recommandé que les alliés occidentaux de l'Ukraine contribuent à se réduire le nombre de morts en fournissant une meilleure formation aux recrues ukrainiennes. Les alliés occidentaux ont formé plus de 100 soldats ukrainiens. Toutefois, les Estoniens ont signalé que la qualité de cette formation n'était pas uniforme. Par exemple, la formation de base dans l'armée américaine dure 10 semaines, suivie de mois de formation complémentaire pour des tâches spécialisées. Les soldats ukrainiens ne disposaient que de 5 semaines pour les tâches de base et probablement beaucoup moins pour les tâches spécialisées. Il est temps de fixer de nouveaux objectifs, un nouveau rythme, un nouveau standard de qualité d'entraînement. On conclut les Estoniens. Cependant, une stratégie visant à accroître la létalité de l'Ukraine tout en formant ses soldats selon des normes plus strictes prendra du temps. Le temps, quoi, selon la Russie, joue en son faveur. L'Ukraine a connu de graves pénuries de munitions au premier semestre 2024, alors que l'aide occidentale ralentissait. L'aide est arrivée au printemps, et des millions de cartouches et autres munitions nécessaires étaient attendues cet été. Ces programmes devraient soutenir l'Ukraine au moins jusqu'en 2025. Ayant déjà tué ou mutilé plus de 100 soldats russes au cours des 2 premières années de la guerre, l'Ukraine, avec de tels outils à sa disposition, est en bonne position pour répondre aux critères fixés par les Estoniens. Mais les difficultés se multiplient. Le général britannique Sir Richard Barons est prévenu dans une interview à la BBC qu'une offensive russe majeure allait probablement avoir lieu cet été. Quoi, selon lui, aurait lieu dans le Donbass et potentiellement vers Kharkiv, en avril. Le général Christopher Cavoli, le plus haut commandant américain en Europe, a averti que l'Ukraine aurait besoin de beaucoup plus d'aide et de munitions. Une telle aide arrive déjà. Grâce aux tactiques de vagues humaines persistantes de la Russie, de nouveaux missiles, roquettes et plus tard dans l'année des F-16 devraient fournir à l'Ukraine les moyens d'infliger les 100 morts et blessés permanents que les Estoniens estiment nécessaires. Seul le temps nous dira si la guerre évoluera pour le mieux et si l'Ukraine sera en mesure d'utiliser ces nouvelles armes pour infliger les pertes dont elle prétend avoir besoin. Mais une chose concernant les pertes au combat est claire. La guerre peut être une affaire hautement émotionnelle, inspirant des œuvres d'art dans l'esprit des nations pendant des milliers d'années. Mais pour les généraux, il s'agit souvent d'une simple question de mathématiques.
Que disent les victimes en Ukraine de l'état de guerre et des perspectives pour les deux camps? L'Ukraine sera-t-elle en mesure d'infliger les pertes nécessaires à la Russie lorsque la soi-disant famine prendra fin cet été? N'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Assurez-vous également d'aimer la vidéo, de soutenir la chaîne et d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour plus d'analyses militaires de la part d'experts militaires. Allez maintenant regarder les pertes massives de chars de Poutine ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.